Hello, everybody. This is Pascal from Neutrality Studies, and today I would like to make Bonjour a à short tous, video c'est Pascal de Neutrality Studies et aujourd'hui je voudrais faire une courte vidéo pour vous guider à travers deux textes que je pense se complètent assez bien. Ces textes devraient nous aider à comprendre quelque chose sur la mentalité des personnes qui dirigent la guerre en Ukraine et vers où cette situation nous mène. L'un des problèmes de base que nous avons, bien sûr, est le barrage constant de mensonges et l'assaut d'une sorte d'illusion horrible que nous avons vue tout au long de la guerre. Cependant, il existe des moyens d'essayer de discerner ce qui se passe réellement et d'extraire un peu de vérité des choses qui sont purement idéologiques. Alors, je voudrais analyser ce que les deux côtés aimeraient faire croire à leur public respectif. C'est une technique qui a été utilisée par les chercheurs occidentaux pour analyser l'Union soviétique. L'Union soviétique était notoire pour son opacité. Il était très difficile de comprendre ce qui se passait réellement au sein du Politburo. Pour comprendre le processus politique à l'intérieur de Moscou depuis l'extérieur, les chercheurs examinaient la Pravda et d'autres publications médiatiques officielles. Ils essayaient de déduire ce que nous pouvons croire de tout ce qui était imprimé. Le raisonnement était que tout ce qui était imprimé et jugé permis d'être imprimé pouvait révéler quelque chose sur l'état du processus politique dans l'Union soviétique. The state of the political process in the Soviet Union. Now, today we are at exactly that point in the West. Aujourd'hui, nous sommes à un point en Occident où nous devons comprendre la dynamique de pouvoir entre les élites et les structures qui ont émergé. Les médias et les politiciens travaillent souvent ensemble pour diffuser constamment des messages politiques. Ils créent des récits qu'ils veulent nous faire croire, ce qui nous oblige à discerner ce qui est réel. Je suis toujours abonné à des journaux comme The New York Times parce qu'il est important de savoir ce que ces gens veulent nous faire penser afin d'analyser correctement la situation. Un média que je continue de suivre, bien qu'avec déception, est Foreign Affairs. Je reçois des mises à jour hebdomadaires de leur part. Foreign Affairs est autrefois un magazine prestigieux et je croyais qu'il était excellent, bien que peut-être je doive réévaluer cette opinion. C'est un magazine très ancien qui existe depuis 100 ans et il a publié certains des articles les plus impactants en relations internationales. Par exemple, prenez Les sources de la conduite soviétique de George Kennan, également connu sous le nom de son célèbre long télégramme qui a été publié dans Foreign Affairs. Ce texte a influencé de manière significative la politique étrangère des États-Unis envers l'Union soviétique pendant des décennies. Il représente le genre d'analyse de qualité qui a rendu le magazine remarquable. For decades to come, and it's good analysis. George Kennan is a good analysis. George Kennan was also against. George Kennan était un analyste perspicace. Il était également contre l'élargissement de l'OTAN, car il comprenait exactement ce que cela ferait à la Russie. Mais c'est une autre histoire. Par exemple, il y avait des articles comme celui du prince Norodom Sihanouk du Cambodge, qui était le roi du Cambodge à l'époque. Il soutenait que le Cambodge devait rester neutre pour éviter la guerre au Vietnam. Cet article date de 1958. Bien que le Cambodge n'ait pas suivi cette voie, le message est clair, n'est-ce pas? Ce magazine a historiquement publié des documents et des articles très importants de leaders d'opinion et de décideurs politiques et continue de le faire aujourd'hui. Par exemple, le Zeitenwende d'Olaf Scholz a été publié ici. Ce média est une plateforme pour la réflexion sur la grande stratégie des États-Unis et de l'Occident. C'est un canal principal pour définir la politique. Ainsi, lorsque des responsables publient quelque chose ici, cela mérite d'être pris en compte. Le 14 décembre de cette année, ils ont publié un texte de Dmytro Kuleba intitulé « Il y a un chemin vers la victoire en Ukraine, les illusions et les dangers des voies défaitistes en Occident ». Cet article mérite également l'attention car Dmytro Kuleba est le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine. C'est un autre exemple de discours de haut niveau et à forts enjeux. Dmytro Kuleba est impliqué dans le processus politique de l'Ukraine depuis un certain temps, ce qui est évident à partir de sa liste de publications dans Foreign Affairs. Cela serait presque comique si ce n'était pas si triste.
Regardez simplement les gros titres d'avril 2021 et du 21 avril 2020. Le péril des sondages en Crimée et le ministre des Affaires étrangères d'Ukraine mettent en doute les sondages en Crimée qui suggèrent un large soutien à l'annexion russe. Vous ne vouliez pas croire ce que disaient les sondages russes? D'accord. Mais ensuite, cela devient plus difficile à ignorer. Le 2 août 2021, 6 mois avant le début de la guerre, un titre disait « L'Ukraine fait partie de l'Ouest ». Puis le 11 décembre 2021, 2 mois avant le début de la guerre, le titre était « Ne vendez pas l'Ukraine », qui était un appel à l'aide de l'Occident. Le 17 juin, après le début de la guerre, il y avait un article intitulé « Comment l'Ukraine va gagner ». Cela n'a pas bien vieilli, n'est-ce pas? Et le 25 avril 2023, plus tôt cette année, il y avait « Pourquoi l'OTAN doit admettre l'Ukraine », qui n'a également pas bien vieilli. Aujourd'hui, on parle d'un chemin vers la victoire pour l'Ukraine. Nous n'avons pas besoin de lire l'article pour simplement prendre le mot de M. Kuleba pour argent comptant, mais nous devons le lire pour comprendre ce qu'il souhaite que la réalité soit. Il y a un rebondissement très intéressant vers la fin, 2 rebondissements en fait, qui doivent être contrastés avec ce qui se passe. Commençons par l'article. Il commence avec l'arrivée d'un autre hiver de guerre et note que les voix sceptiques quant aux perspectives du pays se font de plus en plus entendre. Ce ne sont pas des voix dans des réunions diplomatiques ou des sessions de planification militaire, mais plutôt dans des reportages et des commentaires d'experts. Il dit que dans les conseils de planification militaire, il ne fait aucun doute que l'Ukraine peut gagner. Mais la perception publique, comme nous le savons, montre actuellement des doutes sur l'Ukraine, même dans les médias grand public. M. Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, écrit contre ce doute. Il soutient que le pessimisme, appuyé par des arguments prétendument pragmatiques, a des implications stratégiques claires qui sont à la fois dangereuses et erronées. Quiconque dit que l'Ukraine ne se porte pas bien actuellement et va probablement perdre la guerre est dangereux et dans l'erreur. M. Kuleba explique ensuite pourquoi c'est le cas. Il reconnaît que la récente contre-offensive de l'Ukraine n'a pas permis la libération rapide des terres occupées. Ce fait est indéniable depuis 5 mois. M. Kuleba le présente comme un revers temporaire, suggérant que la victoire arrive, mais pas encore. L'article mentionne que les attentes étaient exagérées, mais il soutient que le pessimisme n'est pas justifié. Ce serait une erreur de laisser le défaitisme façonner nos décisions politiques. Au lieu de cela, les décideurs à Washington et dans d'autres capitales devraient se concentrer sur l'ensemble de la situation et rester fermes dans leur approche. La grande image est la libération de chaque 1000 carrés de territoire. D'énormes sacrifices sont exigés de nos soldats, mais il ne fait aucun doute que la victoire est à portée de main. Apparemment, il n'y a aucun doute à ce sujet. Donc la dernière question, depuis presque 2 ans, ils ont jeté un grand point d'interrogation sur cet objectif. Mais selon lui, il n'y a en fait aucune question. C'est absolument clair. Quiconque a un cerveau sait que c'est clair. C'est le message qu'il essaie de transmettre. Tout autre résultat qu'une défaite nette de la Russie en Ukraine aurait des implications troublantes, pas seulement pour mon pays. Cela provoquerait un désordre mondial qui menacerait finalement les États-Unis et leurs alliés également. Nous connaissons ce discours, n'est-ce pas? L'Ukraine défend non seulement elle-même, mais aussi la démocratie. Si l'Ukraine perd, la démocratie perd. Et ensuite, la Russie envahira tout jusqu'en Espagne et ira probablement ensuite aux États-Unis. Tout deviendra une dictature. L'Ukraine est le seul pare-feu qui se tient entre la ruine autocratique absolue et la démocratie. La même Ukraine qui a annulé ses élections de 2023, qui emprisonne les leaders de l'opposition, c'est de cette démocratie que nous parlons. La stratégie de victoire dans les guerres de cette envergure se déroule par étapes, dit le ministre des Affaires étrangères. Certaines étapes peuvent être plus fructueuses que d'autres. Donc actuellement, nous ne voyons pas l'Ukraine perdre. Nous traversons simplement une phase moins réussie. Et bien sûr, vous savez ce qui va suivre, n'est-ce pas? Il va nous dire que l'offensive de Kharkiv était fantastique, n'est-ce pas?
Bien que nos objectifs ne seront pas atteints du jour au lendemain, le soutien international continue à l'Ukraine. Avec le temps, garantira que les contre-offensives locales obtiennent des résultats tangibles sur les lignes de front. Ces efforts détruiront progressivement les forces russes et contrecarreront les plans de Poutine visant à prolonger la guerre. Ça n'a plus rien à voir avec une quelconque stratégie. C'est de la pure fantaisie. Et vous savez, nous devons continuer à faire la même chose et espérer que tout s'améliore. Ce que nous avons fait au cours des 2 dernières années n'a pas donné les résultats que nous souhaitions. Donc, si nous continuons à faire la même chose, nous ne pouvons pas nous attendre à obtenir les résultats que nous voulons. C'est exactement ce qu'Einstein voulait dire lorsqu'il a dit que la folie, c'est de faire la même chose encore et d'attendre des résultats différents. Maintenant, nos objectifs resteront militairement réalisables tant que 3 facteurs seront en place. Voici les 3 facteurs. Et c'est important. Une aide militaire adéquate, incluant des jets et des drones, donc essentiellement des armes plus avancées, le développement rapide de la capacité industrielle et une approche principielle et réaliste de la perspective de négociation avec la Russie. Voilà les 3 choses. Des armes avancées, une industrie naissante qui doit apparaître de nulle part, et une approche principielle des négociations. J'étais assez optimiste lorsque j'ai lu qu'une approche de négociation basée sur des principes, parce que je pensais que cela signalait une ouverture à la négociation. Cependant, il s'avère qu'une approche basée sur des principes, dans ce contexte, signifie absence de négociation. Le seul résultat acceptable est le retrait complet de la Russie et le retour à la situation antérieure. C'est ce qu'ils considèrent comme une approche de principe. L'Ukraine a obtenu des résultats notables ces derniers mois, prétendant avoir remporté la bataille de la mer Noire. Je dois dire que j'ai déjà lu cela et je ne comprends pas à quoi ils font référence. C'est déroutant parce que la Russie contrôle manifestement la mer Noire. S'ils font référence au naufrage du Moskva, le navire de guerre russe, comme ayant gagné la bataille pour la mer Noire, c'est trompeur. La Russie contrôle toujours la mer Noire. Donc je pense que cette affirmation est purement inventée. C'est l'une de ces choses absurdes qui continuent d'être répétées en Occident, comme l'affirmation que la Russie a attaqué la Géorgie en 2008. Cette affirmation a été répétée même par Olaf Scholz dans ce même magazine. Pourtant, nous savons aujourd'hui que les premiers coups de feu ont été tirés par les Géorgiens sous Saakachvili. C'est un fait établi. Mais il semble que si vous continuez à affirmer quelque chose, cela est censé rester. Sur le front sud, nous avons réalisé des avancées, sécurisant récemment une tête de pont sur la rive est du fleuve de Dniepr. M. Kuleba, dans sa publication du 14 décembre, présente l'établissement d'une tête de pont sur la rive est du fleuve de Dniepr comme une réalisation significative. Je reviendrai sur ce point sous peu, mais il est important de s'en souvenir. Malgré des défis considérables, les forces ukrainiennes ont repris plus de la moitié du territoire que la Russie avait saisi depuis février 2022. Ils tentent de perpétuer le récit selon lequel l'avancée initiale de la Russie au début de la guerre avait pour but d'intimider l'Ukraine afin de la pousser à signer un accord de neutralité pour l'empêcher de rejoindre l'OTAN. Lorsque cette stratégie a échoué, et après que M. Boris Johnson et l'Occident ont perturbé les négociations de paix, la Russie s'est repliée sur des positions plus défendables. Ce repli est présenté comme une grande victoire, attribuée à la force de l'Ukraine et à la faiblesse de la Russie, plutôt qu'à un changement stratégique de la part de l'armée russe. Reconnaissons leur perspective un instant. Ils sont fiers du fait qu'il y a plus d'1 an, ils ont libéré ces territoires. Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que la contre-offensive actuelle a échoué. Elle n'a tout simplement pas encore réussi. Maintenant, en ce qui concerne la fallacie des négociations, M. Kuleba semble être contre des négociations réalistes avec les Russes. Il semble préférer ne pas avoir de négociations du tout. Le problème n'est pas seulement qu'un cessez-le-feu maintenant récompenserait l'agression russe au lieu de mettre fin à la guerre. Un cessez-le-feu ne ferait que suspendre les combats jusqu'à ce que la Russie soit prête à lancer une nouvelle offensive à l'intérieur des terres. Il s'oppose fermement à toute négociation à l'heure actuelle qui conduirait à un arrêt des combats. La réalité est qu'un cessez-le-feu négocié n'est même pas envisagé. C'est intéressant parce que c'est vrai, les Russes n'ont pas proposé de parler d'un cessez-le-feu, bien que Poutine ait répété qu'il ne mettait pas fin aux négociations de son côté. Il prétend que c'est Volodymyr Zelensky qui a signé un décret interdisant à tout président de l'Ukraine, pas seulement à lui-même, de négocier avec la Russie.
Mais il est vrai qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de négociations en cours. Et vu la manière dont la guerre progresse, il semble que la Russie est déterminée à la terminer à ces conditions et non par le dialogue. Donc, je dirais que ce point de vue n'est pas entièrement incorrect. Ceux qui croient que la Russie n'attaquera pas un pays de l'OTAN après avoir revendiqué le succès en Ukraine devraient se rappeler à quel point une invasion à grande échelle de l'Ukraine semblait impensable il y a juste 2 ans. Puis, nous revenons à l'alarmisme, suggérant que la Russie envahira l'ensemble de l'Europe et de l'OTAN si elle n'est pas arrêtée par l'Ukraine. Il soutient que quiconque dit que nous devrions parler aux Russes est délirant. Soutenir l'Ukraine n'est pas juste une question de charité. Il doit souligner que notre soutien a été géré de la manière la plus transparente et responsable possible. Les inspecteurs américains de l'aide militaire à l'Ukraine n'ont trouvé aucune preuve de gaspillage, fraude ou abus significatifs. C'est tellement drôle. C'est absolument risible parce que nous savons que tous ces 100 milliards, ou plus de 100 milliards, d'aides en dollars américains, je pense que c'était Rand Paul qui a essayé d'introduire des mesures de responsabilité, n'est-ce pas? Il a suggéré qu'il devrait y avoir un bureau de responsabilité, mais cela a été rejeté par les États-Unis. Et nous savons que nous ne savons pas où tout cet argent va. Il y a un nombre massif d'armes, en fait, non comptabilisées, et le Pentagone échoue à tous ses audits, et ainsi de suite. Désolé pour ça, je dois éteindre ça. Et ouais, donc c'est assez risible, mais c'est intéressant parce que c'est là que l'argument va. Et puis un peu plus, vous devez soutenir l'Ukraine pour vous aider, n'est-ce pas? L'Ukraine est la lance qui défend l'OTAN, et ainsi de suite. Les tentatives de certains sceptiques de marquer la lutte de l'Ukraine pour la liberté comme juste une autre guerre éternelle futile ignorent ces faits. L'Ukraine n'a jamais demandé de soldats américains sur le terrain. Ah, vraiment? Je me souviens de cet incident où une roquette ukrainienne a accidentellement tué 2 agriculteurs polonais parce qu'elle est allée dans la mauvaise direction. Et immédiatement, M. Zelensky a dit que c'était une attaque russe contre la Pologne. Vous devez maintenant invoquer l'article 5. C'était le moment où l'OTAN s'est réellement fâchée contre Zelensky et lui a dit de se taire, parce que nous savons que l'OTAN ne veut pas réellement de sa propre guerre avec la Russie. Il veut une guerre à travers l'Ukraine, il veut avoir une guerre par procuration. Mais dès que Zelensky a essayé de vraiment provoquer quelque chose, ils étaient comme « non, 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 nous ne voulons pas ». Donc, dire qu'ils n'ont pas demandé de troupes de l'OTAN sur le terrain, c'est comme dire « d'accord, vous avez essayé tout ce que vous pouviez, mais vous n'avez pas obtenu de troupes de l'OTAN sur le terrain ». Si la démocratie est autorisée à tomber en Ukraine, les adversaires des États-Unis percevront une faiblesse et comprendront que l'agression paie. Nous en avons déjà parlé, n'est-ce pas? Et puis, un peu plus, c'est quoi? Écoutez les Ukrainiens. Oh oui, ce paragraphe entier parle juste de comment les Ukrainiens ont raison à propos des Russes et de comment personne d'autre ne peut vraiment comprendre les intentions des Russes. Alors, s'il vous plaît, soutenez les Ukrainiens et donnez-leur ce qu'ils demandent. Alliés en guerre. Maintenant, ce sont les 2 derniers paragraphes et ils sont assez intéressants. Lisons-les. À la fin du mois dernier, j'ai assisté à une réunion ministérielle de l'OTAN à Bruxelles. Ce qui m'a le plus frappé, c'était la disparité entre l'ambiance à l'intérieur de la Chambre et l'ambiance à l'extérieur. En marge, les journalistes commençaient leurs questions en affirmant que la guerre avait atteint une impasse et que la fatigue de la guerre allait paralyser le soutien, avant de se demander pourquoi l'Ukraine n'offrirait pas d'échanger du territoire pour la paix. Pourtant, de telles narrations défaitistes étaient absentes des discussions officielles, les ministres prenant un engagement ferme pour une aide militaire supplémentaire et un soutien soutenu. Quelle que soit la prévalence d'un récit d'usure raté, nous ne devrions pas le laisser dicter l'élaboration des politiques et notre stratégie commune, nous menant sur une voie désastreuse. N'est-ce pas fascinant? Je ne peux pas dire s'il dit la vérité. Je ne suis pas sûr qu'il soit vrai que dans la Situation Room, lors des réunions, il n'a pas été confronté à des questions difficiles et qu'il n'y a aucun doute sur la capacité de l'Ukraine à gagner. Cela pourrait très bien être un mensonge. Si ce n'est pas le cas, alors ce serait la preuve d'une déconnexion absolue entre la perception publique et la politique publique de la part de l'URM et de l'OTAN. Si ce qu'il dit est un mensonge, alors c'est un dernier effort pour vendre l'idée que le conflit n'est pas terminé. À présent, Foreign Affairs a publié cet essai et l'a rendu en libre accès. Beaucoup de leurs essais ne sont pas librement disponibles et sont derrière un paywall, mais quelques-uns sont disponibles gratuitement.
Cela augmente la circulation, permettant à plus de gens de le lire, comme nous pouvons le faire maintenant. Cela suggère qu'il y a ceux qui veulent promouvoir ce récit. Je ne sais pas à quel point cela est répandu. Il n'y a pas de conspiration, il est juste clair que quelqu'un paie pour que ce récit, ce point de vue, soit diffusé. Pour moi, il est même crédible que des gens de l'OTAN soient toujours complètement derrière l'Ukraine, parce que j'ai entendu d'autres le dire qui n'ont rien à gagner. Because I've heard other people say that who have nothing to lose. So this narrative is still around that there is an absolute disconnect and that the people. Ce récit persiste, suggérant qu'il y a une déconnexion absolue et que ceux qui sont au sommet de l'agenda mondialiste croient réellement à leurs propres mensonges. Ils semblent penser que l'Ukraine est sur le point de gagner, mais pas tout à fait encore. Vous souvenez-vous de la discussion sur la tête de pont? Je vous l'ai montré auparavant, où il était affirmé que la tête de pont sur la rive et du fleuve Dniepr représente un grand succès. Cependant, le même jour, le 14 décembre, il y a juste 2 jours, Vladimir Poutine a également prononcé un discours. Il a eu une interview de 4 heures avec les médias en Russie où il a répondu aux questions du public et d'experts pendant 4 heures. L'un des sujets qu'il a abordé était cette tête de pont. Il a dit que Kiev envoie ses soldats à la mort. Lisons ceci de Russia Today et soyons critiques envers les médias. Ce sont les mots du président russe et évidemment, c'est le récit que Russia Today et le président russe veulent faire croire. Mais cela nous en dit long. Selon Poutine, la direction ukrainienne est devenue désespérée après son contre-offensive estivale ratée. Il a déclaré à la presse lors de son événement médiatique de fin d'année jeudi qu'il y a une opération en cours dans laquelle Kiev a envoyé ses troupes pour un aller simple vers une petite tête de pont sur la rive contrôlée par la Russie du fleuve Dniepr dans la région de Kherson. C'est exactement de quoi parlait Kuleba, le ministre des Affaires étrangères, n'est-ce pas? Le ministre des Affaires étrangères voit cela comme un grand succès. Maintenant, M. Poutine est content de ses actions. Les actions de Kiev reviennent essentiellement à envoyer des troupes se faire exterminer. C'est quelque chose dont Alex Christoforou et Alexander Mercouris parlent beaucoup. C'est une position insensée. La rivière sert de ligne de démarcation naturelle entre les deux armées et est une position défendable pour les deux côtés. Les Ukrainiens ont cette petite tête de pont et ils pensent que cela leur permettra de contre-attaquer et de lancer la grande contre-offensive qu'ils attendent depuis 5 ou 6 mois. Mais en réalité, c'est une position stratégiquement pauvre, parce qu'ils continuent d'envoyer des troupes et les Russes continuent de les tuer. C'est vraiment facile pour les Russes de le faire. Vladimir Poutine en a même discuté publiquement, en direct à la télévision. Il dit qu'il ne comprend pas pourquoi ils font ça. Le président a ajouté que les soldats ukrainiens eux-mêmes ont qualifié l'opération dans la zone de voyage sans retour. Selon Poutine, les forces armées ukrainiennes livrent des renforts et des approvisionnements à la tête de pont depuis l'autre côté de la rive en utilisant des bateaux qui sont constamment sous le feu de l'artillerie russe. Bien sûr, ils sont des cibles faciles. Même la nuit, vous pouvez tirer sur ces bateaux car vous avez des équipements qui vous montrent qui traverse. Et ceux que vous n'atteignez pas sur l'eau, vous pouvez les cibler lorsqu'ils atteignent l'autre côté de la rivière, car ils dépendent entièrement des approvisionnements de ce côté, n'est-ce pas? C'est une position terrible. Les troupes de Moscou ont transformé la tête de pont ukrainienne en une zone de massacre, a déclaré Poutine, qualifiant l'événement de tragédie pour l'Ukraine. Bien sûr, parce que Poutine comprend à quel point c'est terrible et que ses soldats ont très peu de chances de survie. Ce sont essentiellement des missions suicides. Et aussi horrible que cela soit, M. Poutine pense que c'est tragique. Bien sûr, il pourrait... Enfin, ne nous attardons pas là-dessus, mais le langage est aussi très différent de ce que nous entendons de l'autre côté. Alors, M. Poutine dit que c'est en fait bon pour nous. Regardez cela ici. Plus tôt, les médias ukrainiens avaient affirmé que les Russes n'avaient pas réussi à pousser les Ukrainiens hors de la zone. Selon Poutine, Moscou ne le souhaite même pas.
Je vais le dire clairement, et c'est ce qu'il a dit à la télévision. Il est avantageux pour nous que les forces armées ukrainiennes jettent simplement sans réfléchir leur personnel là-dedans, a-t-il déclaré. Il a ajouté qu'il avait dit au chef d'état-major général russe, Valery Gerasimov, de ne pas lancer de tentatives majeures pour reprendre le territoire perdu dans la zone. Je veux dire, c'est assez fantastique, non? Nous avons ces deux déclarations de leaders. L'une est de Kuleba, qui essaie de présenter cela comme une victoire et qui le voit manifestement ainsi, n'est-ce pas? Il tente de le dépeindre comme tel. Puis il y a Vladimir Poutine, qui dit en direct à la télévision « C'est bon pour nous, continuez à les envoyer, nous continuons à les anéantir ». Et c'est exactement ce qui se passe maintenant. Il se pourrait que Poutine mente, n'est-ce pas? Peut-être qu'ils sont en train de perdre et qu'ils essaient juste de compenser ce fait. Penser à la situation stratégique et considérer que nous ne lisons pas que l'Ukraine utilise la tête de pont pour contre-envahir et reprendre du territoire. Au lieu de cela, nous entendons juste parler de la tête de pont pendant des semaines et des semaines. C'est similaire à d'autres situations où les Ukrainiens n'avaient qu'une mince bande de territoire et les Russes tendaient des pièges. Les Ukrainiens continuaient à envoyer des troupes et les Russes les éliminaient facilement. Nous sommes à un point où ces informations sont librement disponibles et les deux côtés donnent leur récit. Mais il est clair pour moi qu'un côté vit dans un monde de fantaisie. One side lives in a fantasy world. And the thing is that the horror, as horrible as war is, Aussi horrible que soit la guerre, elle crée des réalités indéniables. Nous sommes actuellement confrontés à un texte très illusionniste. Je crois qu'il échoue à reconnaître ce qui se passe réellement, ce qui est évident dans l'histoire concernant la tête de pont. La partie tragique, c'est que ces idées sont probablement la raison pour laquelle les Ukrainiens continuent d'envoyer des troupes à cette tête de pont. Ils croient en leur propre récit, pensant que cette tête de pont sera le tremplin vers la victoire. En conséquence, ils continuent d'envoyer ces pauvres jeunes hommes et probablement jeunes femmes à la mort. C'est une tragédie. Il peut y avoir d'autres leçons à tirer de ces textes qui ne me viennent pas à l'esprit pour le moment. Cependant, il est clair que les choses que ces personnes veulent faire croire sont aussi celles auxquelles elles croient elles-mêmes. Je pense que l'un des deux camps a de meilleures raisons militaires de croire en sa perspective de la situation. Je ne peux pas dire avec certitude si cet article est destiné purement à la propagande, mais il semble qu'ils croient en leur propre propagande. C'est pourquoi ils ne changent pas de tactique et pourquoi le carnage continue au lieu de négocier la paix. Instead of negotiations to end and to live in peace again.